Crois-tu en Dieu, Zoro? C'est la question qu'a posée Sanji lorsque Luffy a été sauvé par un éclair provenant du ciel. Si elle est longtemps restée sans réponse, aujourd'hui, pas loin de 30 ans plus tard et quelques 1100 chapitres, il est évident qu'à la question « Crois-tu au démon ?», Zoro aurait acquiescé. Pourquoi ? Car Ymue Nerona, le démon, a enfin dévoilé son apparence aujourd'hui et ici sur Elbaf, après avoir quitté Marie-Joise et pris la forme ultime de son fruit du démon, le vrai fruit du démon originel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la review du chapitre qui a une fois de plus changé One Piece et notre perception de son histoire. Je vous demande une seule chose, pulvérisez les likes par dizaines de milliers pour cette vidéo d'ampleur exceptionnelle en étant même la plus longue review de la chaîne. Je compte sur votre soutien, maintenant c'est à moi de vous expliquer tout ce que vous avez à savoir sur Nerona Ymue, son fruit du démon, son passé tragique et le futur apocalyptique qu'il va provoquer. Le résumé de ce chapitre va aller assez vite car contre toute attente, il n'y s'y passe pas grand chose. Nous reprenons directement sur Marie-Joise où Ymue est toujours déterminé à quitter le château. Sa direction est bien celle que l'on pensait au chapitre précédent, c'est Elbaf. Sa grandeur est bien décidée à aller s'occuper de ses affaires en personne et ce malgré les tumultes du Gorosei qui n'auront pas le dernier mot. Sur Elbaf, la situation est clairement apaisée, les chevaliers divins ont été défaits, contrôlés, les géants ont gagné, tout semble plutôt bien se passer jusqu'aux grondements infernaux se faisant ressentir dans le ciel. Un immense pentagramme apparaît au-dessus du château d'Harald, un haki des rois terrifiant se répand sur tout Elbaf, donnant en partie vie aux arbres et maisons de l'île des géants. Toute cette source d'énergie vient d'une seule et même personne, ou du moins d'un seul homme. Saint Nerona Ymue apparaît au sommet du château d'Elbaf. Son design est enfin officiellement révélé. C'est un homme qui possède comme pouvoir le fruit du démon. C'est le chapitre qu'on attendait tous depuis littéralement la première apparition d'Ymue au chapitre 906. Il y a de cela, comme je le disais, 8 ans maintenant. Alors, tout sera révélé à son sujet, son histoire, son déclin, sa montée en puissance, son fruit du démon, ses références bibliques, mythologiques, tout ce que vous voulez. Cette vidéo sera absolument complète là-dessus. Chaque chose en son temps, les bros. Vous voyez bien la durée de cette vidéo, Ymue en sera l'élément central. On peut pas passer à côté des quelques petites informations apportées avant l'incroyable révélation de son design. Donc nous allons commencer par le début avec Mother Flame. En effet, nous voyons York se plaindre à Garling du manque de provisions, elle qui se trouve enfin à Marie-Joise avec le réacteur de Mother Flame suite aux événements d'Egghead. Garling lui répond que l'un des moyens de surmonter cette crise, qui je vous rappelle est provoquée par les révolutionnaires qui privent les Tenryubito de ressources alimentaires en attaquant leur transport, eh bien c'est Mother Flame. Donc on peut comprendre que York n'a pas encore totalement réussi à manipuler, à produire ou à stabiliser cette énergie, ça ne se passe pas forcément très bien et Garling lui fait bien comprendre. Moi j'aimerais surtout m'arrêter sur l'intérêt de Mother Flame dans la famine de Marie-Joise. Quand ils disent que c'est un moyen de surmonter la crise, est-ce car Mother Flame sera utilisé pour annihiler les adversaires du gouvernement, à savoir les révolutionnaires, ou au contraire pour permettre une génération avancée de nourriture? Mother Flame pourrait juste faire pousser des fruits, des légumes, enfin bref, une énergie solaire artificielle, pas utilisée uniquement pour la destruction, mais aussi un peu pour la survie des Tenryubito. Un peu à l'image du tournesol géant utilisé par les Tontatta pour cultiver les fruits du démon artificiel des Smiles de Doflamingo. Bon, je conçois que ce soit chelou d'imaginer un gameplay Stardew Valley sur Marie-Joise, mais je pouvais pas ignorer ce sujet, bien que la guerre aura forcément toujours raison et qu'il est très probable que Mother Flame soit utilisé sur les révolutionnaires dès sa première disponibilité. Nous avons ensuite toute une partie que je trouve vraiment passionnante et particulièrement puissante sur le destin du monde. Ça commence à partir du moment où Mercure et Garling se plaignent de Nika et des problèmes que le gouvernement rencontrerait depuis l'apparition de ce dieu soleil. Ça pouvait être un chouinage légitime, non pas totalement tort, et ça rappelle bien ce que disaient les géants d'Elbaf au sujet de cette divinité, son apparition marque une série de changements dans le monde. Pourtant, Ymue ne tient pas le même discours et j'ai adoré ça. J'ai enfin l'impression que le vrai méchant se réveille, qu'Ymue sort d'un très long sommeil, notamment en disant qu'il devait mettre de côté l'arrogance, de peut-être se penser intouchable et surpuissant, la paresse, de peut-être ne pas agir, le détachement, qui peut-être leur font sous-estimer certains événements, ou encore la fierté, qui peut-être encore une fois les empêche d'accepter le vrai danger qui plane sur eux. Ymue explique que non, ces changements ont commencé bien avant l'apparition de Nika, et c'est ainsi que commence un flashback de sa vision
conclusion des événements ayant marqué ou allaient marquer un tournant dans le monde. Et tout commence avec Chebek. C'est Chebek qui est le point de tout, ou du moins d'après Imu, c'est un peu l'étincelle qui a allumé la mèche. Le destin ne pourra être changé, Imu l'a une fois de plus très bien dit, c'est une fatalité, alors il faut l'assumer et l'affronter. Nous voyons justement tous ceux ayant fait partie du mouvement de cette roue du destin, de Chebek en passant par Roger, Harald ou Barbe Blanche, mais aussi d'autres qui n'ont pas encore entièrement rempli leur rôle comme Loki, Shirahoshi ou encore Marshall D. Teach. Absolument tout suit l'ordre chronologique des événements car juste après c'est la rencontre avec Cobra qui aura eu lieu en pleine rêverie et la découpe des primes de Barbe Noire et Luffy, survenue très probablement lors de la première apparition officielle d'Imu dans sa chambre fleurie au chapitre 908. Justement, nous découvrons qu'à ce moment-là, Imu s'en prenait à Teach et Luffy en les nommant Davy Jones et Joy Boy. Donc c'est bien la preuve qu'il a peur et qu'il craint les héritiers de leur volonté. Teach est l'héritier de Davy Jones, Luffy est celui de Joy Boy, il le sait. Ce qui est davantage étonnant, c'est qu'il le sait pour Luffy alors qu'il n'avait pas éveillé Nika à ce moment-là. Le simple fait de posséder ce fruit du démon, le chapeau de paille ainsi que le dit dans son nom était peut-être la preuve pour Imu que Joy Boy était enfin revenu. D'ailleurs, sa phrase « Vous continuez à tourmenter Mu » rappelle également à quel point ces derniers ont représenté les pires adversaires qui soient pour Nerona et que leur pouvoir inné en tant que dit est peut-être bien de projeter leur volonté pour que quelqu'un un jour puisse leur succéder. C'est plus ou moins ce que disait justement Barbe Blanche à sa mort et à la mort de Ace. Les dits ne meurent jamais vraiment tant que quelqu'un existe pour perpétuer leur destinée. Donc ouais, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Pour la première fois depuis longtemps, il m'a redonné l'espoir dans le gouvernement, notamment dans la menace d'Imu. Et c'était vraiment pas gagné. Maintenant que Imu justement s'envole en direction d'Elbaf, prenons un peu d'avance pour voir ce qui se passe là-bas, au pays des géants. C'est bien confirmé, le cœur de Somers est mécanique, plus précisément il est en acier, et Zoro a vu juste. Il estime qu'il puisse représenter son point faible et qu'en le détruisant, il ne revienne plus à la normale. Écoutez, on a beaucoup analysé ce truc la semaine dernière, pas besoin d'y repasser des heures. Par contre, un détail est super important et je l'avais pas remarqué avant aujourd'hui, se trouve sur le cœur une sorte de minuterie, un baromètre, si vous voulez. Eh bien, tenez-vous bien car c'est précisément le même style de conception utilisé par les pirates de l'espace découvert dans la mini-aventure d'Ener. Ces extraterrestres et le gouvernement utiliseraient alors et peut-être la même technologie qui se retrouve également chez Kuma lorsqu'il fut blessé par Zoro. Du côté de Killingham, il est aussi détenu par Sanji mais partage surtout un étonnant délire avec Somers à quelques cases d'intervalle. Ils disent qu'ils n'oublieront jamais leur nom, à Gerd pour Somers et à Sanji pour Killingham. Ce qui est assez étonnant car comme je l'ai noté dans les derniers chapitres, les Chevaliers Divins avaient semble-t-il un assez gros détachement au point de ne pas connaître de véritables stars tels que Zoro ou Jinbei. Il faut alors croire qu'en fait ils s'en foutaient juste vraiment. Ils ne se soucient pas de connaître le nom des uns et des autres, ils le font que quand ils ont une vengeance à cultiver et c'est le cas aujourd'hui pour Somers et Killingham. On passe à encore plus intéressant avec Luffy, Loki et Ragnir avec la confirmation d'une théorie. Les réserves de nourriture sont gelées, donc Luffy ne peut malheureusement pas se régénérer comme il se doit. Compliqué quand le boss final est en route, mais bon. Ils en profitent pour parler de Gunko et Luffy demande à Loki si elle est morte après avoir été congelée. Loki répond donc que non, c'est une congélation instantanée, elle ne mourra pas mais il n'y a que Ragnir qui pourra faire fondre la glace. Eh bien les gars, j'ai le plaisir de vous annoncer et de vous dire qu'on a enfin et officiellement la clé de la Galela. C'est bien Ragnir à l'époque qui les a tous gelés et c'est lui qui peut les dégeler. Je vous en avais parlé dans le chapitre 1171 pour finir par vraiment le confirmer au chapitre 1175. Je crois que de toute façon, nous sommes tous tombés d'accord à ce moment-là et les pouvoirs de glace de Ragnir ne pouvaient être que liés à la Galela Compagnie et leur cryogénisation. Donc ils sont bel et bien vivants, congelés dans la glace, très probablement volontairement pour qu'ils puissent traverser le temps et les airs jusqu'au jour promis, cryogénisés en bonne et due forme. Maintenant, je me demande quand même si Imu ne pourra pas annuler la glace de Ragnir en libérant Gunko, car si Gunko reste ici, alors Brook demandera sûrement à lui parler, et ça serait impossible puisqu'elle risque de s'enfuir à nouveau, ça reste un adversaire. Donc si Imu ne parvient pas à faire fondre la glace de Ragnir et que Gunko reste ici pour que Brook l'interroge, il faudra seulement dégeler une partie de son visage pour l'empêcher de perpétrer un nouveau carnage sur Elbaf. Pour ça, il faudrait qu'elle ne soit plus sous le commandement de l'abysse d'Imu, sinon Imu pourra reprendre sa possession, et au final on n'en finira jamais. Nous serons de toute façon fixés très tôt. Pourquoi messieurs dames? Car Imu est là, il est ici, il est sur Elbaf. Enfin apparu. Dans un fracas de Haki des Rois, Imu apparaît donc dans sa silhouette, que l'on connaît très bien, souffre d'avoir vraisemblablement quitté les hauteurs de Marie-Joise et déploie ce qui semble être des ailes pour voler au sommet d'une des rares tours du château, encore debout, afin de nous dévoiler son physique exceptionnel. Nous avons donc la confirmation que c'est un homme. Ça y est, c'est terminé les L pour Imu.
mon monde s'effondre. Je n'ai pas voulu prendre les signes pour acquis quand il parlait d'Imu en tant que créateur, roi du monde, quand il le genrait au masculin. Tout ça cachait un truc pour moi, c'était faux. Mauvaises intuitions, Mazette. Mais bon, quand même, laissons-lui le temps de nous dévoiler toute son histoire. On pourrait être surpris des découvertes de son passé. Ok. Je lâche ça, on a des sujets beaucoup plus sérieux à aborder. La review commence véritablement dès maintenant. On va commencer par analyser Imu lui-même, surtout physiquement, et il y a largement de quoi dire tant son corps est rempli de références en tout genre. Cette analyse commence sûrement par la révélation la plus importante qui soit, celle de son fruit du démon. Vous l'aurez remarqué, ça vous a aussi tilté je présume, mais Imu n'est pas décrit avec n'importe quel fruit du démon, c'est le fruit du démon. Oui, ça veut très probablement dire ce que ça veut dire, Imu n'a pas de fruit du démon d'une catégorie bien précise, ni un Paramecia, ni un Logia, ni un Zoan, c'est littéralement le fruit du démon originel, celui à l'origine même de la malédiction de tous les utilisateurs de fruits du démon qu'on connaît depuis le chapitre 1. C'est donc à la fois la plus importante révélation, mais pas la plus inattendue, puisque déjà depuis le chapitre 1085, on s'attendait tous à voir en Imu un véritable démon, j'en avais également parlé dans la review de ce même chapitre. Imu aurait alors peut-être le pouvoir de contrôler tous les fruits du démon en étant elle-même le démon originel. C'est peut-être elle qui a contrôlé, tel des pantins, le Gorosei et leur a donné ses formes monstrueuses. Puis au chapitre 1150, sur Elbaf, Imu a pris possession du corps de Gunko avec ses ailes de démon et toutes les autres caractéristiques de diable. Encore une fois, il n'a pas fallu longtemps pour théoriser son utilisation du vrai fruit du démon originel. Là, j'ai passé toute la review à vous expliquer tout ce qu'il y avait à savoir autour de cette théorie. Imu a hérité d'un pouvoir antique et monstrueux, un amalgame de toute la souffrance et la destruction survenue à la fin du premier monde. Ce pouvoir, c'est le fruit du démon, le vrai, l'unique, l'originel, celui à la source de tous les autres fruits du démon par la suite. C'est le Akuma no Mi. Il n'a pas d'autre nom. Maintenant que c'est fait et qu'on a vraiment du concret, il faut réaliser ce que ça change dans One Piece et vous allez voir que tout au long de cette review et de cette analyse sur Imu, que ça va définir et redéfinir un nombre de choses ahurissants dans le futur de l'œuvre. Commençons déjà par la théorie sur l'origine de ce pouvoir, d'où Imu tient-il un tel fruit du démon et pourquoi. J'ai encore failli parler d'Imu au féminin, ça va être un enfer de se dépêtrer de cette mauvaise habitude. Horrible. Pour ça, il faudra donc remonter à la création du deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le deuxième monde introduit dans le texte de Harley correspondrait à la naissance d'Imu. Le mot japonais mu, signifiant le néant, est directement lié à Imu qui s'identifie à ce concept en parlant de lui à la troisième personne. Ainsi, lorsque le récit évoque un souffle prenant vie dans le vide, cela symboliserait la naissance d'Imu après la destruction du tout premier monde. Imu serait donc une entité extrêmement ancienne, née à l'aube d'un monde qu'il condamnera des siècles plus tard et née du néant laissé par un premier monde déjà englouti dans la mort et les ténèbres. Imu aurait hérité d'un pouvoir issu de toute la souffrance et de la destruction du premier monde. Ce pouvoir unique, c'est celui du véritable fruit du démon. Nous apprenions des mots de Chebek que Imu était le monde lui-même, là où les interprétations peuvent être bien nombreuses, comme lorsque je vous disais qu'Imu était le monde car c'était le créateur de ce dernier, depuis la fin de l'ancien royaume il y a de cela 800 ans. Avec cette histoire de fruit du démon et cette interprétation que je fais de la naissance d'Imu et de son pouvoir, le sens des mots de Chebek prennent une toute autre tournure. Imu est le monde en étant la personnification même de tous ces maux, de toute sa haine, de toutes ces guerres et le mal qui réside chez les humains. C'est le fruit du démon qui l'a rendu comme ça, car c'est ce fruit qui est né de la douleur des hommes du premier monde. Pour mieux vous imaginer ce concept, repensez au fruit du démon basique, qui viendrait apparemment des rêves d'évolution des humains, des fruits qui naîtraient finalement d'une émotion plus ou moins positive, d'une envie, d'une volonté. Le fruit du démon originel serait le parfait inverse, il ne viendrait pas des rêves, mais serait le résultat du cauchemar vécu par les humains du premier monde, l'incarnation même du mal et de tous les sentiments négatifs qu'ils ont vécu, que ce soit par leur avidité en touchant le soleil interdit, ou par la détresse d'esclaves qui se mirent à prier, jusqu'à la destruction de leur monde tout entier, englouti dans la mort et l'obscurité. C'est ce que je vous ai répété à plusieurs reprises ces derniers mois en prenant l'exemple de Tot Musica, le démon de One Piece Red. D'après Oda et dans un commentaire audio qu'il avait enregistré pour les théâtres japonais, Tot Musica était la manifestation des émotions et des sentiments négatifs des gens. Oda savait très bien ce qu'il faisait avec ce démon et dans ce film, ce n'était pas un boss normal, c'était littéralement le foreshadow de ce que serait Imu, un démon. D'ailleurs, quand vous regardez ses attributs physiques, dans sa troisième forme, Tot Musica a lui aussi des ailes de Lunarian noir. Avec la révélation du design d'Imu, j'ai encore moins de doutes sur le fait que ce soit bien prémédité depuis des années. Pour en revenir à cette histoire de premier monde, il faut donc savoir qu'il s'éclot dans un véritable apocalypse, peut-être encore pire que le deuxième monde avec la fin de la guerre du siècle oublié. Et c'est donc dans ce mal et toutes ces émotions néfastes qu'aurait donné naissance au fruit du démon, le premier et le seul
celui que Imu a consommé. Le passage mentionnant le dieu de la forêt dans le texte du deuxième monde, coïncidant avec l'apparition d'Imu et de son fruit du démon, confirmerait alors que cette divinité est bel et bien le futur roi du monde Nerona, puisqu'en apparaissant sur Elbaf aujourd'hui, même l'explosion de son Haki des rois commence à donner vie à des maisons et arbres du pays. C'est une technique que vous aurez sûrement reconnue puisqu'elle rappelle le Soru Soru no Mi de Big Mom, le fruit des âmes, qui lui permet de donner vie à tout ce qu'elle désire. Mais nous reviendrons sur le sujet un petit peu plus loin. Alors, est-ce que nous sommes aujourd'hui à même de confirmer qu'Imu est le dieu de la forêt du deuxième monde? J'ai encore du mal à cerner exactement la similitude entre un dieu de la forêt et la représentation du diable, donc je pourrais pas non plus affirmer quoi que ce soit. Cependant, ça expliquerait beaucoup de choses car Imu aujourd'hui est très probablement à l'origine de tous les fruits du démon, en étant le démon. Plus encore, Imu semble pouvoir donner des pouvoirs de fruits du démon sans demander ou nécessiter la consommation de ces derniers. Il peut directement accorder à ces sujets un pouvoir démoniaque. C'est la raison pour laquelle le Gorosei, pour ne citer que, ont cette présentation de leur pouvoir ne mentionnant ni fruit du démon, ni modèle de Zoan, ni rien d'autre, juste la créature qu'ils incarnent. Imu a alors dû conférer à Saturne le pouvoir du Gyoki, permettant à ce dernier de se transformer en Gyoki sans avoir à en consommer le Zoan mythique. Cette particularité qu'aurait Imu se retrouverait également chez les armes en elles-mêmes. Nous avons bien sûr en tête Cerbère, la lame de Shamrock qu'il a dévoilée face à Loki. Encore une fois, la présentation de ce monstre ne mettait pas en avant le Inu Inunomi modèle mythique du Cerbère, qui aurait pu s'appeler comme ça, mais non simplement la créature en elle-même, comme pour le Gorosei. Donc on peut estimer que la lame de Shamrock et le pouvoir qu'elle renferme est un cadeau de la part d'Imu en personne, et qu'il possède bien la capacité de conférer des pouvoirs de fruits du démon à tout ce qu'il désire, que ce soit à ses propres sujets ou à des armes comme la sienne également, mais ça on y reviendra juste après. Pour l'instant, je ne sais pas si ça s'étendra au Paramecia et Logia, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tout pour penser que c'est le cas avec les Zoan. Ce qui peut être alors intéressant dans cette situation, c'est que ceux bénéficiant de ce pouvoir par Imu en personne ne subiraient pas la même malédiction des océans et ne seraient pas faibles à l'eau ou à la mer, vu que n'ayant consommé aucun de ces fruits contre nature. Ce pouvoir dépasse tout ce que nous avons connu et tout ce que nous connaîtrons dans le futur. Il n'est ni un Paramecia, ni un Logia et ni même un Zoan. Le fruit du démon fait littéralement partie d'une 4e catégorie de fruits du démon, unique, exceptionnel. Il confère à Imu un pouvoir absolu faisant de lui la source même des fruits du démon, donnant alors un sens et un contexte supplémentaire au titre de créateur que lui accorde le Gorosei au chapitre 1086. Si nous avons pu voir ces derniers mois à quel point les pactes faisaient partie intégrante des pouvoirs d'Imu, nous pouvons alors davantage comprendre pourquoi les utilisateurs de fruits du démon perdent la capacité de nager en consommant leurs fruits. Ils font un pacte avec le diable, un pacte avec Imu. Sans même le savoir, ce pacte et cette malédiction s'est propagé à travers le monde dans ces fruits du démon, empêchant alors à quiconque les consommant d'explorer les profondeurs maritimes, peut-être pour préserver le secret qu'ils cachent et qui pourrait se trouver dans les fonds marins, tel le One Piece. Nous allons pouvoir passer à la suite de l'analyse d'Imu, celle qui concerne ses autres caractéristiques physiques. Ne vous inquiétez pas, le sujet de son fruit du démon n'a pas vraiment fini d'être traité. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous invite à liker cette vidéo les bros. N'oubliez pas que pour un chapitre comme ça, on doit péter notre record. Donc comme je vous le disais, toutes les parcelles du corps d'Imu nécessitent analyse. La phrase est peut-être bizarrement tournée, mais rassurez-vous, rien de salace là-dedans. Après tout, ça fait 8 ans qu'on attend ce reveal. Et je suis déjà un petit peu nostalgique de cette petite silhouette qui nous aura accompagnés pendant tout ce temps. Alors, de haut en bas, commençons par analyser ses cornes. Ici, et malgré les similitudes flagrantes avec celles des géants antiques, notamment de Harald et Loki qui en sont les descendants, je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir directement avec cette espèce. Enfin si, mais pas dans le sens où Imu a du sang de géant en lui, c'est plutôt même l'inverse. Il semble que les géants viennent des géants antiques, donc des personnages tels que Oz qui devaient forcément être plusieurs à cette époque-là, Oz étant le dernier de son espèce avec son fils Oz Junior. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont des particularités physiques propres aux représentations des Oni, donc des démons dans le folklore japonais. Ils ont une apparence particulièrement démoniaque et primitive qui laisse imaginer qu'ils sont parmi les premiers êtres à peupler le monde, et ça doit sûrement être le cas, en tout cas pour le deuxième monde. Si Imu peut vraiment créer des démons, alors les géants antiques seraient en partie créés par lui, et son pouvoir, encore une fois, s'il s'agit bien du dieu de la forêt qui dompta les démons. C'est peut-être car il a dompté les démons que sont les géants antiques. Notons quand même que si ma théorie sur la création du fruit du démon est bien vraie, et qu'il est l'amalgame de toutes les peines et le mal subi dans le premier monde, alors ça ferait écho aussi aux géants antiques reconnus comme étant des amoureux de la guerre et de la violence. En gros, ces cornes de Imu ou des géants antiques sont des symboles de mal et de haine qui ont d'ailleurs poussé Harald à se les arracher.
Alors vous aurez sûrement remarqué que durant sa transformation dans sa forme démoniaque, Imu semblait avoir développé des ailes dans son dos pour finir par ne plus les distinguer dans sa forme finale. Ce n'est pas qu'elles ont disparu ou qu'elles n'existent pas, je pense au contraire qu'elles se sont rétractées dans son dos et qu'il les déploie uniquement pour voler. C'est d'ailleurs de cette manière précisément qu'il est parvenu à monter au sommet de la tour du château d'Harald alors qu'il est apparu dans la salle royale. Quand il se déplacera dans le prochain chapitre, là à ce moment-là, ses ailes seront probablement entièrement déployées. Si j'ai pas vraiment de doute ou de questionnement par rapport aux ailes ou aux cornes d'Imu, ce qui m'intrigue beaucoup plus reste sa peau, et même en fait la race à laquelle il semble être issu. Imu a toutes les caractéristiques d'un Lunarian. La peau brune, les longs cheveux blancs, les ailes noires, un tatouage sur son côté gauche du visage, c'est le design que l'on a découvert chez King lorsque son apparence a été révélée. Or, je vous rappelle qu'aujourd'hui les Lunarians sont chassés par le gouvernement. Ils font partie de ces races rares, uniques, persécutés et massacrés sans relâche à cause d'un mystère de l'histoire, comme l'a très bien expliqué Vegapunk au chapitre 1121 dans son message adressé au monde. Plus encore de l'histoire que l'on connaît des Lunarians des chapitres 1022, 1023 et 1033 d'Onigashima, les Lunarians vivaient autrefois au sommet de Redline, à la place où se trouve aujourd'hui Marie-Joise, et ils étaient considérés comme une tribu de dieux vivant dans le royaume des dieux, et que leur capacité physique exceptionnelle leur permettait de survivre dans n'importe quel type d'environnement, d'où ce surnom divin qu'on leur donne. Donc si Imu est vraiment un Lunarian, il est en partie à l'origine de la disparition de sa tribu et a cherché à les anéantir. Il ne veut pas de leur survie et il ne voulait pas de leur règne non plus. Ce complexe divin me paraît finalement beaucoup plus cohérent en me rappelant qu'un autre dieu a vécu la même histoire, ou du moins quasiment, c'est Ener. On ne connaît que très peu l'histoire d'Ener, ce qui est très étonnant pour un personnage aussi central qu'un arc aussi important que Skypiea. Par contre, on sait qu'il a détruit sa terre natale Bilka après avoir consommé le Goro Goro no Mi. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est un mystère complet, mais l'explication qu'on aura forcément un jour justifiera très probablement son acte. Les Bilkans détestaient-ils Ener? L'ont-ils repoussé, rejeté? Se prenaient-ils pour des dieux intouchables, influençant la future personnalité de Ener? Comme tous les autres personnages de One Piece, il n'est pas devenu méchant d'un seul coup, par hasard et sans raison. Et si je m'attarde sur Ener, c'est que le cas d'Imu pourrait bien être similaire dans le fond. Que savons-nous vraiment des Lunarians? Aujourd'hui, nous vivons avec une certaine forme de pitié et de compassion après avoir compris l'enfer qu'a vécu King. C'est horrible, ce peuple a disparu, ce peuple a été et est encore persécuté, ce sont des victimes de l'histoire et du monde. Oui, mais était-ce le cas il y a 800, 900, 1000 ans ou encore plus? Et si Imu avait également vécu ce rejet de la part des Lunarians, eux qui vivaient avec tous les atouts des dieux, de leur force, à leur place au sommet du monde, eux qui semblaient dominer la chaîne alimentaire pour être déifiés à ce point encore des siècles plus tard, étaient-ils aussi humbles que puissants? J'en doute fortement. Admettons alors qu'Imu soit vraiment un Lunarian et qu'il ait mené son peuple à la disparition, c'est très probablement par pure vengeance. La vengeance que chaque antagoniste essaye d'accomplir contre ceux les ayant opprimés. Les hommes poissons en sont le parfait exemple. Avec ce complexe divin qu'Imu aurait pu cultiver des années et des années durant, la meilleure forme de vengeance était pour lui non pas de continuer à prétendre au titre de dieu, tel le faisait sa tribu, mais de devenir un démon. Le démon. C'est pourquoi après avoir survécu à la grande guerre qui changea le monde il y a 800 ans, Imu reprendra le trône au sommet, là où se trouvait autrefois le trône des Lunarians, ses origines, et abandonnera du mieux que possible son apparence de démon pour retrouver son titre de dieu. Honnêtement, j'ai aucun mal à imaginer ce scénario, un scénario qui ressemble aussi effectivement à l'histoire de Doflamingo. Dieu déchu devenu démon céleste. Et encore une fois, il vient de là-haut et est intimement lié à Imu par le gouvernement mondial. Je voulais toutefois noter quelque chose que j'ai réalisé en mettant en place cette théorie. Depuis le début, je l'appelle King car j'ai toujours eu du mal à le nommer par son vrai prénom qui est Albert. En prononciation japonaise, ça se dit Haruberu, tout comme Ener qui se prononce Eneru. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, le katakana utilisé à la fin des prénoms d'Ener et de Albert est précisément le même utilisé pour toutes les écritures du nom des 7 archanges. Vous connaissez l'archange Michel, Gabriel ou Raphaël? Eh bien, en japonais, ils deviennent Mikaeru, Gaburieru et Raphaëlu. Et si on passe au-delà de ma prononciation catastrophique, ça revient exactement à ce que je vous disais pour Eneru et Haruberu, 2 êtres célestes de One Piece, 2 anges en fait. Donc, vous me voyez peut-être venir, mais est-ce que le prénom d'Imu Nerona est vraiment le sien? Imu s'appelle-t-il vraiment Imu? Ne serait-ce pas un nom d'emprunt ou un pseudonyme cachant son vrai nom originel, se finissant aussi comme celui d'un ange ou ayant une connotation plus divine et biblique? Expliquant aussi et pourquoi Imu parle de lui à la 3e personne, Mu ce n'est pas vraiment lui, c'est le personnage qu'il joue, c'est la façade derrière laquelle il se cache, derrière laquelle il cache un nom divin.
Encore une fois, on n'a pas fini de parler des Lunarians. Vous verrez que cette review s'étale en profondeur et va forcément répondre à toutes ces questions à un moment ou l'autre. Je vous conseille de bien la suivre. Maintenant, parlons des cheveux de Imu qui sont également blancs, comme un Lunarian, mais plus encore, un peu comme Nika. C'est intéressant pour plein de raisons, notamment que cet effet de boucle et de cheveux un peu plus volumineux est une caractéristique qui a l'air d'être propre aux Zoan éveillés en général. En tout cas, chez Yamato, qui a aussi les cheveux blancs à l'origine, elle possède bien ce même style de cheveux une fois dans sa forme Zoan éveillée. Onimaru n'est pas forcément éveillé, enfin je pense pas, mais c'est un Zoan mythique qui a lui aussi cet effet de poils nuageux blancs. Même quand tu regardes du côté de Momonosuke qui a un code couleur totalement différent de Kaido, on remarque une fois de plus le même effet dans sa forme dragon. Donc encore une fois, et comme pour les cornes de géant, on est en droit de se demander si finalement ce n'est pas Imu en tant que Lunarian, mais aussi créateur des fruits du démon, qui a donné de son ADN permettant aux Zoan mythiques d'avoir certaines des très fines particularités de Lunarian dans leur transformation ultime, notamment cet effet de flamme et ses cheveux si clairs. Quand on voit le design des séraphins, on comprend très bien à quel point le sang des Lunarians ira définir leur apparence. Bien qu'ils soient littéralement des clones de Shichibukai à s'en méprendre, leurs cheveux blancs et leur peau brune marquent parfaitement ces particularités uniques des Lunarians. Donc si chaque fruit est un morceau d'Imu et de son pouvoir, alors la représentation des Zoan éveillés les font prendre, en quelque sorte, des traits communs au démon originel. Parlons de la queue d'Imu, voilà pourquoi j'aurais préféré que ce soit une femme, maintenant ça paraît bien chelou. Comme révélé par Gunko au chapitre 1150, quand Imu a pris possession de son corps, il possède une véritable queue de démon, finalement assez basique et surtout qui est propre à son fruit du démon. Déjà et jusqu'à preuve du contraire, Gunko s'est vu pousser une queue seulement parce que Imu a pris possession de son corps, tout comme elle a pu utiliser les pactes démoniaques, le Domiriversi et tout ce qui s'ensuit. Mais surtout, c'est cette même queue qui a transpercé Sabo sur Marie-Joise lorsqu'il tenta de sauver Cobra. Vu qu'elle s'allonge tout en faisant partie du corps de Imu, est-ce que Imu n'aurait pas également des capacités élastiques à la Luffy? Que ses bras, ses jambes et tous les membres de son corps puissent s'agrandir et s'étirer et que ce soit justement l'un des pouvoirs qu'il démontrera face aux protagonistes dans le ou les prochains chapitres. Ce qui serait logique, je vous rappelle, c'est le démon. Imu a potentiellement tous les pouvoirs que les fruits eux-mêmes possèdent, ça aussi, nous allons en parler. En tout cas, et vu la puissance qu'il met dans sa queue, il faudra bien sûr faire attention en le combattant. J'ai 10 ans et demi. Ça ne vous a pas échappé, c'est même probablement le truc le plus étrange de l'apparence d'Imu. Son nuage noir caractéristique des Zoan, et surtout des Zoan tels que Lucci, Kaku et le Gorosei, est doté de dizaines d'yeux. Alors c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé moi-même, car je pense qu'il faut vraiment bien s'y connaître en mythe biblique pour avoir la référence, mais les spoils de ce chapitre mettaient en comparaison les nuages noirs d'Imu avec les Ophanimes. Et effectivement, en s'informant sur le sujet, ça y ressemble étrangement. Pour vous expliquer le plus simplement possible, il s'agirait de roues considérées comme une classe d'êtres célestes, au même titre que les chérubins et les séraphins, qui ne dorment jamais en gardant le trône de Dieu. Elles sont censées tout voir et n'ont pas d'autre rôle que d'être les roues du char divin qui transportent Dieu et son trône. Ou du moins, c'est ce qu'on en déduit car les explications sont particulièrement floues. J'ai 3 petites propositions à faire. La première, c'est qu'en apprenant que les chérubins et les séraphins et les Ophanimes du coup ne dorment pas, eh bien cela signifie peut-être que tout comme Teach, Imu et les Lunarians ne dorment jamais non plus. En tout cas pour Imu, ça ne m'étonnerait pas du tout. Ensuite, tous ces yeux symbolisent donc forcément le caractère intouchable d'Imu, capable de tout prédire et de tout anticiper. Mais je me suis demandé si ce n'était pas les âmes ou les yeux justement de certains de ses adversaires, voire même des 19 rois ayant autrefois combattu à ses côtés. Je suis certain que si Imu avait ce complexe divin, les rois ayant fondé le gouvernement à ses côtés n'ont jamais été des alliés, mais des pions pour arriver à ses fins. Lorsque ce fut le cas, il a dû se débarrasser d'eux, voire récupérer leur pouvoir s'ils en avaient. Pour finir, lorsque l'on parle de roue, d'un char céleste lié à un dieu pour la description des Ophanimes, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir autre chose que l'utilisation de l'arme céleste ayant détruit Lulusia. On sait que c'est Imu qui la contrôle, ou du moins qui ordonne ses actions, mais aussi que cette arme céleste est alimentée par le feu sacré de Mother Flame, et ses roues d'Ophanimes sont justement représentées et décrites par l'élément de la flamme et du feu divin. Donc sans réellement savoir jusqu'où on va aller avec ça, j'y vois quand même un lien, aussi infime soit-il. Je voudrais m'attarder maintenant sur tous les symboles faisant partie intégrante du physique d'Imu, tels que ses tatouages, sa cape, ou encore sa ceinture et même les crânes semblant disposés sur les lambeaux de tissu de sa robe. Commençons par les tatouages. Celui qui nous marque le plus est probablement celui de l'œil dessiné sur le dos de sa main droite, en particulier quand l'œil gauche d'Imu est justement caché par ses cheveux, laissant malgré tout paraître un tatouage au motif à peu près similaire. Je pense que cette marque pourrait symboliser l'œil d'Uja. C'est une image que vous connaissez très probablement et qui nous vient d'Égypte. Sa légende est suffisamment intéressante pour être adaptée à Imu. Cet œil, c'est l'œil gauche d'Horus, perdu dans une bataille et brisé en 6 morceaux. On dit qu'il représente la lune quand son œil droit représente, lui, le soleil. Le fait que Imu puisse être un lunarian, donc lié à la lune, et qu'il lui manque justement l'œil qui représente cet astre, ça peut coller. 2 choses à noter cependant, l'œil d'Uja est censé être un symbole positif
défensif et de protection, ce qui est un petit peu bizarre pour l'incarnation du diable. En tout cas, il pourrait bien utiliser un pouvoir grâce à ses yeux, j'en ai strictement aucun doute. Maintenant sa cape, vous l'aurez peut-être reconnu, mais il semble que le symbole soit exactement la marque qu'il appose sur les chevaliers divins, la marque des abysses. Si c'est sur sa cape, cela peut signifier que c'est un blason, peut-être celui de son ancienne tribu ou royaume. N'oublions pas qu'un symbole similaire revient très souvent et fait aussi partie du design de Oz par exemple. Cette croix sera alors à son tour le blason d'une autre tribu ou royaume, peut-être adverse ou concurrent à Imu, peut-être celui de l'ancien royaume, qui sait. En tout cas, il est certain que dans le flashback du siècle oublié, ces deux symboles auront toute une place et signification dans l'histoire. Parlons de sa ceinture. Désormais, je savais que je l'avais déjà vu quelque part et il m'a fallu de nombreuses minutes pour remonter à un personnage pourtant sous mes yeux dans ce chapitre encore. Loki. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais à la différence près du symbole de crâne avec la couronne, Loki a vraiment la même ceinture qu'Imu. Et en fait, après m'être demandé si c'était pas lié au géant antique, c'est presque la même que celle que portait son père Harald. Donc encore une fois, et comme leurs cornes, on pourrait partir du principe que Imu soit lié par le sang avec les géants antiques, que si c'est un démon, il soit celui leur ayant donné la vie. On passe et on finit avec les étranges crânes bien différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Pourtant, encore une fois, j'étais persuadé de reconnaître ce symbole. Quelqu'un dans One Piece l'avait déjà, mais au début, c'était impossible de me rappeler de qui. Eh bien, heureusement, j'ai eu une illumination, ça m'aurait empêché de dormir, car ces crânes, avec les cornes tombantes et tout, sont exactement similaires au symbole des lanières du chapeau d'Ace. Le problème, c'est que je ne sais pas exactement à quoi il correspond non plus. Peut-être un bouc, ce qui irait plutôt bien avec l'image du diable et de Satan. En tout cas, il semble encore se trouver au nombre de 3, comme les 3 têtes du Jolly Roger de Barbe Noire, ou les 3 crânes autour de la ceinture de Oz. Globalement, vous aurez compris que les symboles d'Imu n'ont rien de très moderne. On y voit bien le côté primitif et même brut qu'un démon pourrait avoir, ce qui dépeint totalement avec ses chevaliers divins ou le Gorosei qui sont toujours très classe et très chic. Là, on ressent que Imu vient du passé, quasiment même des origines du monde. Et nous allons finir cette analyse visuelle d'Imu par son arme. Un objet assez étrange, par ailleurs une sorte d'arme d'astre, une hallebarde à la lame tordue et l'autre extrémité du manche avec un nuage noir similaire à ceux d'utilisateurs de Zoan mythique. Eh bien, vous devez donc vous douter où je vais en venir, notamment quand j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais l'arme d'Imu possède vraisemblablement les pouvoirs d'un Zoan à l'image du Cerbère de Shamrock. Ça, c'est plutôt simple. Par contre, le tout est de savoir quel pouvoir elle renferme, et là, je pense avoir trouvé quelque chose qui va vous surprendre. Dans la Genèse, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il plaça les chérubins ainsi qu'une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre de vie pour le protéger. Plus précisément encore, cette épée magique et flamboyante tournoie dans tous les sens, empêchant vraiment quiconque de s'approcher de cet arbre. Donc là, on est ok, ça peut coller avec l'arme d'Imu, déjà car il a paradoxalement le rôle de Dieu en siégeant au sommet du monde, et que si la lame possède bien un esprit en elle, alors elle peut se mouvoir toute seule, encore une fois, comme le fait très bien Ragnir. Vous aurez aussi compris qu'on pourrait d'ores et déjà lui attribuer un élément, celui du feu, quoi de plus normal pour celui incarnant le diable, mais surtout pour la forme en flamme de cette lame qui pourrait être une référence aux épées nommées flamberges, du 15e au 18e siècle, tirant elles aussi leur nom de l'ondulation de leur lame, rappelant une flamme. Donc on a possiblement l'élément et la possible référence de cette arme, mais quel animal pourrait-elle incarner? Quel animal pourrait parfaitement scier à Imu et à tout le mythe qu'il y a autour, autant biblique que mythique dans One Piece? C'est le serpent. Plus précisément, le serpent des flammes infernales. Cette arme possédée par Imu est à mon sens et très probablement la créature décrite dans le premier monde aux côtés du dieu de la terre qui plongea le monde dans le chaos et la mort. Écoutez seulement si vous avez encore des doutes. La lame est ondulée comme une flamme et comme un serpent. C'est parfaitement adapté au serpent des flammes infernales. Dans la Bible, l'épée flamboyante protège l'arbre de vie. Elle le protège des suites de la tentation de Adam et Ève par le serpent, qui serait le diable. Ils avaient déjà consommé les fruits de la connaissance, alors Dieu a voulu les empêcher de prendre l'arbre de vie pour vivre éternellement, protégeant le jardin par cette épée flamboyante et tournoyante. Encore une fois, le serpent n'est pas loin du mythe, il y est même carrément à l'origine. Le serpent est systématiquement relié aux images du diable et d'un démon. Si Imu peut se transformer en dragon comme l'a laissé supposer la scène de Marie-Joise où il avale le feu de sabot en laissant apparaître des crocs, son arme, elle, serait l'incarnation du serpent pour combler et finaliser cette représentation démoniaque. Et pour finir, c'est un parfait parallèle à Ragnir, le compagnon de Nidhogg, qui est aujourd'hui un marteau écureuil de glace. Admettons que Luffy soit le seul capable de vaincre Imu, Loki et Ragnir pourraient eux s'occuper du serpent des flammes infernales qui naîtra
de la lame d'Immu. La lame d'Immu pourrait alors prendre le nom de Nahash, le terme hébreu désignant le serpent dans la Bible. D'ailleurs, la transformation d'un objet en serpent est répertoriée dans l'Exode puisque Moïse jette son bâton sur le sol afin qu'il se transforme en serpent et le ramasse par la queue pour le retransformer en bâton. Si cette théorie se précise dans les prochains chapitres, Immu ne pourrait avoir qu'à jeter son arme devant ses adversaires pour que le serpent des flammes infernales apparaisse face à eux. Bon, et bien globalement, on a fait le tour de cette partie analyse du design d'Immu. Il y aura toujours des trucs à redire à un moment ou l'autre, mais tous les sujets que j'ai abordés plantent une excellente base pour la suite. Oui les bros, ce n'est que le début de la vidéo, croyez-moi. Voici donc la théorie la plus complète qui soit sur Immu et ce chapitre 1179, ça commence dès maintenant, alors bon visionnage. One Piece, qu'on le veuille ou non, est une véritable encyclopédie des mythes, légendes et religions de notre monde. Pendant longtemps, je recevais beaucoup de commentaires de lecteurs absolument contre cette idée, et que même s'il peut exister quelques références par-ci par-là, ce n'est rien de plus, ce n'est pas si profond que ça. Sauf que aujourd'hui encore, Oda prouve le contraire, c'est important. C'est aussi profond que ça, et oui, ce ne sont pas que quelques références, mais une vraie inspiration, voire même une adaptation en manga des histoires les plus fabuleuses ayant formé notre monde. Aujourd'hui, Oda dévoile finalement le démon qu'il cache depuis 1178 chapitres, depuis bientôt 30 longues années. C'est pas qu'une consécration pour nous, c'est aussi et surtout une libération pour lui. Il va enfin pouvoir nous révéler la pièce maîtresse de son histoire et le véritable sens de toutes ses inspirations bibliques. Car les fondations antiques de One Piece posaient déjà les bases à ce sujet. Des fruits démoniaques apportant une malédiction, des arbres de la connaissance d'Adam et de Ève, des saints, des dieux et des démons. Effectivement, c'est sous nos yeux depuis le début. Alors, pour son antagoniste final, celui qui va s'opposer au soleil libérateur, quoi de mieux pour Oda que de sortir sa plus belle plume pour adapter en Erona Immu la tragique histoire de Lucifer, l'ange déchu de Dieu. Lucifer était, d'après certains écrits, l'ange le plus puissant de Dieu, le plus beau et le plus lumineux. Mais son orgueil le poussa un jour à sa chute lorsqu'il voulut défier Dieu pour prendre son trône, persuadé que les autres anges l'accompagneraient dans cette rébellion. Un contexte assez important à noter est que Lucifer aurait décidé de se révolter suite à son refus de s'incliner devant l'homme, Adam, lors de sa création. Ce qui peut se comprendre, il est un être céleste, lumineux et parfait quand l'homme, lui, n'est fait que de boue. Quoi qu'il en soit, son destin est scellé. En tombant du ciel, Lucifer devient l'ange déchu, et donc Satan, l'adversaire de Dieu. Alors, avec ce que je vous ai dit plus tôt sur les Lunarians et la possible appartenance d'Immu à cette tribu et son désir de vengeance après avoir été banni de leur royaume, le sommet de Marie-Joise, l'histoire de Lucifer fait un écho assez évident à celle d'Immu. Et sachez-le, c'était pas voulu. Ma principale inspiration à ce moment-là était Ener et rien d'autre. Comment on arrive à de telles similitudes? Car c'est l'histoire qu'Oda veut adapter. La naissance du plus grand antagoniste de la Bible dans son œuvre où les dieux et les démons combattent pour la fin du monde et le déluge. Donc oui, il faut bien croire que Lucifer sera notre sujet d'étude pendant un moment, et si je reprends l'histoire d'Immu, eh bien la base sur laquelle on partirait serait bel et bien celle-ci. Il y a des siècles, bien avant le siècle oublié, probablement à l'aube du deuxième monde, les Lunarians ont rejeté Immu. Si Oda s'inspire de l'histoire de Lucifer, alors Immu aurait refusé de se soumettre aux ordres d'un dieu qui trônait dans leur tribu. Cette rébellion marqua sa chute du royaume des dieux au sommet de Redline pour se retrouver ici, dans le monde des mortels. De toute cette haine et cette rage que Immu nourrissait envers les dieux de ce monde, dont il faisait pourtant partie autrefois, est venu à lui ce qui sera la clé de sa vengeance, le fruit du démon. Ce fruit ayant été créé, comme je vous le disais, par l'accumulation des émotions les plus sombres du premier monde. La haine, la guerre, la peur et le désespoir. Il est venu chercher Immu, tout comme le Gomu Gomu no Mi est venu chercher Luffy. C'était son destin, c'était son devoir. Le fruit du démon aurait choisi qui serait apte à assouvir sa soif de haine et de vengeance. C'était Immu qui nourrissait les mêmes besoins. Pour cette raison, Immu a mis au point un plan qui durera des siècles et des siècles encore, dans lequel il visitera rois et royaumes, fomentant une haine des dieux chez les humains afin de créer une armée avec laquelle il reprendra le sommet de Redline, les clés de son royaume. C'est un acte qu'on retrouve effectivement chez le diable, lui qui est capable de manipuler les hommes et corrompre des nations entières, mais c'est aussi un mythe propre à ceux qu'on appelle les veilleurs dans la Bible. Une toute autre référence aux anges déchus qu'Oda semble avoir entrecroisé avec la tragédie de Lucifer. Les veilleurs sont censés être des anges envoyés sur Terre pour surveiller l'humanité, mais qui finissent par se laisser tenter en désirant les femmes humaines, enfreignant alors les lois divines. Ce qui nous intéresse davantage en faisant parfaitement écho à l'histoire d'Immu et en plus de celle du diable, c'est que les veilleurs apportent aux hommes des connaissances
connaissances beaucoup trop avancées pour eux. L'art de la guerre, la magie, l'astrologie et la technologie en général, un savoir trop grand qui allait mettre en péril l'humanité. Des thèmes finalement intimement reliés aux événements ayant marqué la fin du Deuxième Monde, avec la Grande Guerre qui a éclaté, l'avancée technologique exceptionnelle de l'Ancien Royaume et probablement la magie des fruits du démon conférée par Immu en personne qui s'est répandue à travers le monde. En fait, tout vient d'Immu. C'est lui qui a corrompu les humains en leur enseignant la guerre, c'est lui qui a utilisé les 19 rois qui formeront le gouvernement mondial comme pions dans son échiquier, c'est Immu qui est à l'origine de l'apocalypse du Deuxième Monde, car il est le diable qui a manipulé les hommes et qui leur a aussi apporté la connaissance. Une dernière chose intéressante concernant les Veilleurs, ces anges déchus, se sont unis à des humaines pour donner naissance aux Néphilim. Des êtres géants, quasi divins, violents et destructeurs. Comme je vous le disais plus tôt, Immu n'aurait donc pas du sang de géants antiques en lui pour justifier ses fameuses cornes, mais au contraire, les géants antiques auraient en eux du sang de Lunarian, plus précisément Immu, qui aurait lui-même créé des démons censés l'aider à conquérir le royaume des dieux. L'histoire des Veilleurs se finit par un événement que vous connaissez bien, même si vous ne lisez que One Piece. Dieu ne pouvant gérer le chaos dans lequel était plongé le monde à cause de l'influence des anges déchus et du diable sur l'humanité, a noyé la terre dans un déluge d'eau pour tout recommencer sur une nouvelle base. Exactement ce qu'aurait fait Immu en reprenant son rôle de Dieu au sommet de Marie-Joise, leur utilisation des armes antiques ayant vraisemblablement noyé le monde d'il y a 800 ans sous les flots, comme nous l'a expliqué Vegapunk. Si la vie d'Immu fut emplie de chagrin, de haine et de solitude, cela ne l'a donc pas empêché de mener son plan à bien, de lever le monde entier contre ses propres ennemis et de tenir un plan aussi parfait pendant des ères et des ères durant. Évidemment, pour contrebalancer un tel pouvoir démoniaque, toute histoire aussi manichéenne doit avoir son dieu lumineux apparaître. C'est Nika, Joy Boy, Luffy. Il est le symbole du sauveur, de la lumière, du soleil, du bien qui combat le mal et ses démons. Mais le dieu de la libération n'est pas au cœur de ce sujet, on a assez parlé de lui pendant des années, laissons Immu lui faire un petit peu d'ombre. Pour finir avec ce mélange de mythes bibliques autour d'un seul et même personnage qui, je pense, a su au moins un peu vous convaincre, il y a une dernière histoire et un dernier personnage qui prouve bien qu'Immu est la muse d'Oda quand il est question d'adapter les figures les plus maléfiques de cette religion. C'est évidemment l'Antéchrist. Ce personnage n'est nul autre que celui créé par Satan pour représenter l'opposé parfait du Christ, le Fils de Dieu. Il est censé avoir d'incroyables qualités tout en étant un fin manipulateur commandé par la volonté de Satan lui-même. En bref, c'est un imposteur à travers lequel Satan veut dominer le monde. Le rapport avec Immu, me direz-vous? Eh bien, pour prêter serment à l'Antéchrist, on porte sa marque, son sceau. Ce qui est exactement ce qu'Oda nous a révélé à propos de Immu et de ses chevaliers divins dans cet arc d'Elbaf, ces derniers portant une marque démoniaque pour servir leur grandeur et répondre à toutes ses attentes. Cette marque, c'est l'équivalent de la marque de la bête, et ce n'est pas tout. Dans l'histoire, un empereur romain était considéré par ses actes comme par son nom comme une incarnation de l'Antéchrist. Il s'agissait de l'empereur Néron, et comme vous le savez, le véritable nom d'Immu nous a été dévoilé au chapitre 1086, Nérona. Ce lien ne repose pas uniquement sur une ressemblance de nom, il existe un détail beaucoup plus subtil. En hébreu, chaque lettre correspond à un chiffre. Lorsque l'on écrit Néron César avec ses caractères et qu'on additionne les valeurs, on obtient le nombre 666, le fameux nombre de la bête. Quand on met ça en parallèle avec le nom de Nérona, Immu, et son rapport avec Satan, le diable ou encore l'Antéchrist, il est difficile de penser que ce ne soit qu'un simple hasard. Et ça ne l'est probablement pas en fait, puisque tout ce lien entre Immu et l'Antéchrist, Nina a déjà eu l'occasion d'en parler il y a bien des années, avant même que ses pouvoirs ne soient révélés, donc je vous invite vivement à découvrir ces arguments qui se confirment encore plus dans ce chapitre aujourd'hui. Bon, eh bien je pense avoir plutôt bien réussi à vous expliquer la chute et la transformation d'Immu d'un point de vue biblique. Vous aurez bien vu la facilité et la fluidité avec laquelle tous ces récits religieux se tissent et se croisent. C'est pas vraiment terminé, mais là nous allons partir davantage dans le monde de One Piece et ses propres mythes pour trouver et donner des explications à tous les mystères introduits par Oda. Et le premier sujet que je voudrais aborder, c'est un petit détail qui a toute son importance lorsque Immu pose le pied sur Elbaf. Dans ce chapitre, il saigne. Lui qui a toujours été immortel, invulnérable ou tout ce que vous voulez, se met à saigner en arrivant dans le monde d'en bas. Alors plusieurs hypothèses m'ont traversé l'esprit, comme par exemple que l'air du bas monde est vraiment nocif pour lui, faisant écho au scaphandre porté par les dragons célestes pour ne pas respirer le même air que la plèbe. Je trouve ça pas mal, mais j'ai du mal à imaginer pourquoi l'air lui serait aussi néfaste et en quoi il est moins pur. Surtout sur une île comme Elbaf qui ne se trouve pas du tout sur la même hauteur que celle des humains.
Du coup, en deuxième hypothèse, je me suis dit que ça avait quelque chose à voir avec l'état de santé global d'Imu, qui était peut-être atteint d'une infection similaire à la maladie des écailles de Saphir qu'avait développé Ginny, la rendant totalement vulnérable au soleil. C'est plutôt convaincant, ça expliquerait pourquoi Imu reste dans cette forme éthérée même sur Marie-Joise, car son fruit du démon attaquerait aussi sa santé depuis toutes ces années, et la moindre utilisation de sa vraie forme démoniaque, et en plus une exposition au soleil, lui infligerait une douleur indescriptible. Il faut bien un minimum de contre-coup à sa puissance démoniaque et à tous les pouvoirs qu'il a accordés à ses chevaliers divins et Gorosei. La voici, Imu peine à tenir sa forme démon. J'aime énormément cette théorie pour le coup et je suis même persuadé qu'il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais c'est ma troisième et dernière proposition qui a ma préférence. Imu ne pourrait quitter Marie-Joise car se trouve près de lui l'une des sources de ses pouvoirs, l'arbre au fruit du démon. Alors je ne change pour rien au monde la théorie que je vous ai fait sur l'origine du fruit du démon venant du premier monde, blabla, tout ça, vous avez pigé, et cette théorie, hop, on la verrouille. C'est bon. Mais si Imu a le fruit originel, alors il pourrait aussi être à l'origine des autres fruits du démon. Et pour cela, quoi de mieux que de créer un arbre capable de faire pousser ces fameux fruits. Imu aurait scellé en lui un fragment de son âme et de ses pouvoirs pour que répandent dans le monde les fruits du démon qu'il a lui-même créés. Ces arbres seraient la plus grande création de ce fruit du démon, mais aussi l'une des stratégies les plus intelligentes d'Imu. Pourquoi d'après vous, Imu s'embêterait-il à accorder aux humains une parcelle de ses pouvoirs à travers les multiples fruits que fait pousser cet arbre au fruit du démon? Quel intérêt de conférer aux hommes une telle puissance? Car les fruits du démon ne sont pas une bénédiction, mais une malédiction. Plus encore, ils sont conçus pour créer un pacte direct avec le diable sans même que les consommateurs de ces fruits ne s'en rendent vraiment compte. Oui, ils ne peuvent plus nager en étant rejetés par la mer, c'est une condition. Mais si cette malédiction était en fait un don à Imu. Vous vous rendez bien compte que nous sommes avec le diable qui octroie des pactes à travers son Domiri Versi, échangeant un peu d'espérance de vie contre une force démoniaque, n'est-ce pas? D'après vous, où vont ces sacrifices faits en obtenant ces pouvoirs? Ils vont à celui qui donne ces pouvoirs. Ils vont à Imu, le démon des fruits du démon. Imu récupère de l'espérance de vie ou de la force chaque fois qu'un Domiri Versi est effectué. C'est pas un cadeau qu'il offre, mais véritablement un deal, un contrat, un échange équivalent. Alors quand quelqu'un consomme une partie de ses pouvoirs en mangeant quelque part dans le monde, je sais pas, le fruit de la fragmentation, le fruit de la girafe ou du savon, ou encore le fruit du Mera Mera no Mi, croyez-vous vraiment que Imu n'en tire aucun bénéfice? Croyez-vous que s'ils ne parviennent plus à nager, ce n'est pas pour bénéficier à une autre personne, celui qui est tout là-haut, celui qui est à l'origine même de ses pouvoirs démoniaques? Sans savoir précisément quoi, je suis certain d'une chose, chaque fois qu'un fruit du démon est consommé dans ce bas monde, son utilisateur donne quelque chose en retour à Imu. Il lui cède une partie de sa vie, ce qui lui accorde un pouvoir absolument terrifiant. Ça vous paraît trop beau, trop féerique ou fictif pour être vrai? Trop poussé dans mon imaginaire pour que ça se valide? Alors je vais vous donner les preuves que l'idée d'un arbre au fruit du démon existe dans l'esprit d'Oda depuis avant même le début de One Piece. Car ce fut là tout le sujet d'une de mes plus grosses théories postées il y a quelques années. Dans Romance Down volume 1, l'un des plus anciens préquels à One Piece, Luffy mange bien le Gomu Gomu no Mi, un fruit qui a également bien été apporté par Shanks, cependant ce dernier va apporter une précision sur l'origine de ce pouvoir. En japonais, la langue originale de One Piece, Shanks dit ceci. C'est le fruit d'un arbre légendaire qui ne pousse qu'une fois tous les 50 ans. Dans les prémices de One Piece, le Gomu Gomu no Mi venait alors bel et bien d'un arbre, et un arbre légendaire donnant naissance au fruit du démon existait bel et bien. Avec la révélation aujourd'hui qu'Imu est ce même démon antique, est-ce que ça ne vous semble pas tout de suite plus évident? Mais attendez, ce n'est pas la seule mention d'un arbre dans ce qui représente les bases de One Piece. Il y a 2 ans, un croquis appelé Forward a été dévoilé par l'éditeur d'Oda. Nous découvrons d'après ces mots qu'il s'agit de l'une des toutes premières ébauches de One Piece, plus vieille encore que Romance Down. À nouveau, on y retrouve la mention d'un arbre caoutchouc cette fois-ci, et notamment de son esprit, Meri, vieux de 5008 ans. Donc on peut bien se poser la question de savoir si oui ou non, Oda a toujours cultivé cette même idée depuis tant d'années, et moi je vous répondrai que oui, très probablement, car les arbres sont le socle même des récits bibliques dans One Piece depuis plus de 20 ans. L'arc d'Enies Lobby Water 7 a introduit à la fois l'arbre d'Adam et l'arbre de la connaissance. On sait quasiment tout ce qu'il faut savoir d'eux, mais le plus important est qu'avec l'arbre d'Ève, qui les rejoindra quelques années plus tard, ils forment les 3 symboles les plus importants de la Genèse, Adam et Ève, le premier homme, la première femme, et l'arbre de la connaissance à l'origine de leur péché. Il manque cependant un 4e arbre, celui que je vous ai cité plus tôt dans cette vidéo, celui protégé par les chérubins et l'épée flamboyante, c'est l'arbre de vie, et lui n'est toujours pas apparu dans One Piece. Se trouvant au centre du jardin d'Éden, cet arbre est celui donnant les fruits conférant l'immortalité, et donc un pouvoir. Vous aurez alors compris que c'est cet arbre de vie précisément qui aurait été transformé par Imu dans One Piece en arbre au fruit du démon. Ces fruits confèrent des pouvoirs non pas pour avoir l'immortalité d'un dieu, mais plutôt la
la puissance d'un démon. Si on mélange les informations des préquels de One Piece que je viens de vous révéler, cet arbre aurait alors 5000 ans, peut-être la date de naissance du deuxième monde et des pouvoirs d'Imu, et il ne peut donner de fruits qu'une fois tous les 50 ans. Il y aurait donc, depuis tout ce temps, tout juste 100 fruits du démon répartis dans le monde de One Piece. Cet arbre se trouverait à Marie-Joise, au sommet de Red Line, au centre du monde, et expliquerait cette mystérieuse chambre fleurie dans laquelle Imu se trouve en permanence. Pourquoi seule cette partie-là de Red Line est-elle naturellement fleurie, alors que même la forêt à côté du château Pangea est artificielle, comme ce fut révélé au chapitre 906 lorsque Shirahoshi découvre de la verdure pour la première fois. Et si Imu est véritablement le dieu de la forêt du deuxième monde qui dompta les démons, bien que certaines choses m'échappent encore à ce sujet, la création de cet arbre aux fruits du démon pourrait être l'une de ses nombreuses particularités. Donc pour en revenir à ce que je disais avant de partir dans cette théorie, Imu ne pourrait quitter Marie-Joise très longtemps car se trouve près de lui l'une des sources de ses pouvoirs, l'arbre aux fruits du démon. Trop s'éloigner de lui l'affaiblirait car une trop grande partie de son pouvoir se trouverait encore scellée là-dedans. Pour contrecarrer cette faiblesse, Imu devra un jour ou l'autre détruire l'arbre aux fruits du démon et récupérer l'intégralité de sa puissance. Cependant, ça ne sera pas sans conséquence et signera alors la fin des fruits du démon dans One Piece, leur source n'étant plus active, plus aucun de ces fruits ne réapparaîtra si l'un de leurs utilisateurs en vient à mourir. Si cette théorie se valide, alors tous les utilisateurs de fruits du démon que vous connaissez aujourd'hui, tous ceux ayant actuellement un de leurs pouvoirs, seraient les derniers au monde à en posséder. Après eux, les fruits du démon disparaîtront en même temps qu'Imu et son arbre maudit. Maintenant que je vous ai donné mon explication sur comment et pourquoi Imu s'affaiblirait bien loin de Marie-Joise, ne perdons pas le fil et continuons à parler de pouvoir de fruits du démon, car de ce que j'ai pu vous laisser sous-entendre depuis le début de cette review, Imu pourrait vraiment utiliser tous les pouvoirs des fruits? Eh bien, c'est effectivement ce que je pense. Je peux me tromper, mais son Haki des rois qui en vient à donner vie à des choses inanimées, c'est le propre du Soru Soru de Big Mom. Surtout avec le chant, la musique. C'est totalement l'utilisation qu'elle en faisait de ce pouvoir. Alors tout comme le Soru Soru no Mi de Big Mom et le Kage Kage no Mi de Moria qui ont fondamentalement le même principe, l'un se focalise sur l'âme tandis que l'autre sur les ombres, Imu peut utiliser de son côté des versions améliorées et combinées de ses pouvoirs. D'où le Domiriversi, un gain de puissance similaire aux objets animés par les âmes de Big Mom et un aspect démoniaque similaire aux ombres de Gecko Moria. Comme je le disais avec sa queue, Imu aurait aussi un corps capable de s'étirer comme le caoutchouc, son style de combat ne sera pas aussi loufoque que Luffy, mais comme on l'a vu avec sa queue s'étirant pour transpercer Cobra, son bras pourrait aussi s'étirer pour attraper son adversaire, Luffy par exemple. Mais ce n'est pas tout, nous avons affaire à la bête de l'apocalypse et à travers le pouvoir du démon, Imu pourra aussi prendre des formes de Zoan. Un dragon comme sur Marie-Joise, un serpent comme les récits bibliques, un lion ou même une autre créature tout autant féroce et menaçante. Si mon intuition est bonne à son sujet, il pourra se transformer en n'importe quel monstre, même en yokai puisque ce sont des pouvoirs qu'il a accordés au Gorosei. Nous aurions affaire à l'adversaire ultime avec un tel pouvoir, même Barbe Noire fait pas le figure à côté. Cependant, Barbe Noire pourrait aussi être la clé pour vaincre ce démon. Si le fruit des ténèbres est le plus démoniaque qui soit, c'est peut-être car Imu n'a que très peu d'emprise sur lui, ce qui justifierait parfaitement le choix d'Oda, d'autant lier Teach à ce fruit très précis depuis son introduction. Chebek semblait bien connaître le secret d'Imu, le deuxième fruit du démon qu'il recherchait, en plus de celui de Nidok serait donc bien le Logia des ténèbres, car seul lui pourrait perturber le diable. J'étais pas du tout pour cette hypothèse avant aujourd'hui, mais malheureusement, je ne vois qu'une alliance entre Teach et Luffy pour vaincre le dieu absolu de ce monde. D'un côté la lumière, de l'autre les ténèbres, des forces primordiales pour combattre l'origine même du mal. Actuellement, je ne vois pas comment ça pourrait se passer différemment. Nous arrivons à l'un des derniers sujets que je voulais aborder à tout prix dans cette review, et avec cette révélation, c'est le cas des Séraphins. Les Séraphins sont dans One Piece l'une des plus grandes créations de Vegapunk, des clones de Shichibukai absolument parfaits, mais boostés au fruit du démon si le modèle original n'en a pas, et invulnérables en plus de ça. En effet, les Séraphins ont du sang de Lunarian en eux, probablement de King même, puisqu'il était temporairement détenu captif par le gouvernement. Si je vous parle d'eux, c'est bien car je me demande quelle sera leur place dans la suite de cette histoire. Car les Séraphins, si vous ne saviez pas ou avez oublié entre-temps, ce sont là aussi des êtres célestes bibliques parmi les plus importants qui protègent le trône de Dieu. De plus, ces êtres sont liés au feu, puisque en hébreu, le terme Séraphin signifie les brûlants. Oda a donc délibérément choisi ce terme pour désigner les Séraphins, clones de Shichibukai, au sang de Lunarian, pour appeler ces êtres célestes qui aujourd'hui encore, avec l'apparition d'Imu, prennent une nouvelle place absolument folle dans l'histoire de l'œuvre. Mon avis et même ma théorie à ce sujet, c'est que c'est Imu qui a demandé la création de Séraphins. Et leur rôle n'est peut-être pas forcément de combattre les pirates ou les révolutionnaires, mais une menace extérieure à la Terre, une menace
extraterrestres. Non, on pourrait croire, mais je n'ai pas sombré dans la folie. Les Lunarians sont des êtres célestes venant très probablement de la Lune, comme leur nom l'indique. Et nous savons parfaitement que la Lune fut autrefois habitée par le peuple des Bilka, des êtres célestes descendus sur Terre lorsque la Lune n'avait plus de ressources à leur donner. Dès ce moment-là, l'existence et la présence d'extraterrestres étaient validées et vérifiées dans l'histoire de One Piece. Le rêve d'Ener était de retourner sur cette Lune, qu'il appela la Fairyverse. Nous ne savons pas d'où il connaissait ce mythe, mais en tant que Bilkan, la Lune doit être un lieu légendaire dans ce peuple pour avoir été autrefois leur terre natale. Et si Imu avait un rêve quelque peu similaire, en tant que Lunarian, ou en ayant en tout cas tous les traits d'un Lunarian, il doit sans aucun doute désirer retourner sur les traces de son passé, là où sont nés les dieux. Également, l'univers extraterrestre de One Piece semble assez vaste pour cacher d'autres pouvoirs, d'autres ressources, d'autres trésors et technologies, comme l'existence des pirates de l'espace le prouve. Imu, de son côté, est entouré des 5 planètes majeures du système solaire qui donnent leur nom au Gorosei. Et pour finir, toujours d'après Queen, les Lunarians peuvent vivre de partout dans n'importe quel environnement naturel au point où on les qualifia de dieux. C'est effectivement car les Lunarians pourraient vivre dans le vide et le froid glacial de l'espace. Alors pour cette histoire de Séraphin, je pense qu'Imu voulait les utiliser pour cette conquête extraplanétaire. Car un détail n'a toujours pas quitté mon esprit et prend aujourd'hui du sens, je trouve, depuis que je l'ai découvert dans le One Piece Magazine volume 20, il y a plusieurs mois de cela. S-Snake était déguisé dans une tenue spatiale d'astronaute intégrale. C'est littéralement un croquis d'Oda. Alors, au-delà du double sens des scaphandres de Tenryubito, c'est pour moi un indice sur l'origine de la création des Séraphins. Faire de ces 7 Shichibukai clonés et modifiés, aux côtés d'Imu, un équipage capable de dominer toutes les formes de vie spatiale et conquérir les planètes du système solaire. Très honnêtement, s'il n'y avait pas eu la mini-aventure d'Ener, jamais je ne me serais risqué à une telle théorie. Mais les découvertes de l'ancien dieu de Skypiea sur l'existence d'une vie extraterrestre confirment bien qu'ils ne sont pas seuls dans cet espace et que la vérité se trouve peut-être ailleurs. Vous croyez qu'on avait fini ? Pas mal. J'aurais le sentiment d'avoir complété cette review au maximum en répondant à vos questions, celles que vous avez posées dans la rediff de la lecture du chapitre sur la chaîne secondaire Gojiwara. Alors on repart pour quelques minutes ensemble et si vous voulez aussi participer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Gojiwara. Imu sur le toit du château, on dirait l'œil dans les Illuminati. Et tu as parfaitement raison mon ref, j'aurais totalement pu en parler dans cette review, mais j'avais pas fait le rapprochement déjà de 1 avant que ça pop en gros dans mon fil d'actu Twitter. Donc bon, j'ai préféré m'abstenir car de toute façon j'aurais pas pensé de moi-même. Donc pour ceux qui ont donc pas forcément la vision, on peut effectivement voir une référence à l'apparition d'Imu, donc le diable au sommet d'une pointe, à l'image de l'œil de la Providence sur la pyramide visible sur les billets de $1 américain. Cette image est associée à tout un mythe de société secrète et sectaire, notamment par son utilisation chez les francs-maçons. Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que cet œil est censé représenter l'œil de Dieu veillant sur l'humanité ainsi que de son omniscience. C'est celui qui voit tout, rien ne lui échappe, l'œil Uja dont je vous ai mentionné plus tôt, est également d'ailleurs une représentation de l'œil de Providence. Donc l'apparition d'Imu de cette manière est censée nous rappeler son statut divin, celui qui trône au sommet et celui à qui on ne peut rien cacher. Le symbole de l'œil est particulièrement fort chez ce personnage, donc je le redis, mais un pouvoir va sûrement se dévoiler autour de ça très prochainement. Est-ce que Imu pourra invoquer un œil géant au-dessus du Nil comme son pentagramme pour voir tout ce qui s'y passe? Est-ce que Imu est capable de lire dans les pensées ou de prévoir non pas quelques secondes mais quelques minutes de l'avenir? C'est en tout cas un excellent contraste qu'a fait Oda, puisque si Imu n'a rien de vraiment divin dans le sens bon du terme, il rappelle subtilement qu'avec cette mise en page, il n'en reste pas moins un être quasiment omniscient comme le sont les dieux créateurs de ce monde. Salut Goji, Nami a senti l'arrivée d'Imu avant Zoro, Loki, Luffy et Sanji, avant même qu'un Haki du Conquérant ne fasse son apparition. Nami était déjà là? On parlait de Haki et franchement, ça s'en rapproche presque Mais en gros, Nami n'a sûrement que ressenti les changements et tumultes climatiques liés à l'apparition d'Imu. Je pense pas que sa présence aussi proche du château soit volontaire, ni même qu'elle ait vraiment senti du Haki avant Zoro et les autres. Tu remarqueras que Just lui-même capte le changement de climat. C'est peut-être pas facilement compréhensible en manga, mais je pense que dans l'anime, la question ne se posera même pas. Par contre, et très premier degré, il y a moyen que Nami ait un jour un haki d'observation efficace bien avant Usopp, et ça serait tragique. Yo Goji, merci pour ton travail, merci à toi mon ref. Dis, tu penses que ce qu'on voit là est sa véritable apparence ou sa forme hybride? De plus, penses-tu que la forme vue sur la fresque d'Elbaf sera sa forme complétée? C'est vrai qu'il a tellement de symboles démoniaques et spéciaux que, lunarian ou non, je ne vois pas comment il pourrait cumuler autant de signes infernal naturellement, donc je dirais que ce qu'on a là reste quand même et malgré tout une forme hybride d'un lunarian avec un démon
le démon. La forme qu'on a de lui dans la fresque d'Elbaf ne serait pas forcément que sa forme complète, mais carrément une forme que je continue encore de comparer à celle de Big Mom ou de Gecko Moria lorsqu'il récupère toutes les âmes et les ombres aux alentours pour se booster eux-mêmes. Si Imu a bien le contrôle entier sur les fruits du démon, alors ce qu'on voit sur la fresque, c'est le monstre qui parvient peut-être à se booster grâce à tous les pactes démoniaques qu'il a pu signer par les utilisateurs de fruits du démon et qu'il récupère quoi. En gros, ouais, il récupère juste le pouvoir qu'il a légué pendant des années, voire des siècles, faisant du Haki la vraie seule clé valable pour le combattre. Donc non, sa forme complète pourrait totalement être un entre-deux entre la forme qu'il a dévoilée aujourd'hui et celle qui le rendra encore plus grand et disproportionné qu'un géant antique, d'après la représentation du Harley. En tout cas, pour ceux qui disaient que Imu était Nefertari dit Lily, ils ont plus rien à dire maintenant. Perso, j'ai jamais cru en cette théorie. Mais c'est tout comme le sujet de son genre. Moi, je pense que c'est quand même une erreur de trop sauter sur la validation ou l'échec de telle ou telle théorie. Là, le seul truc dont on est à peu près sûr et encore, c'est pas non plus validé à 1000%, c'est qu'il a le fruit du démon originel. Et si ça en vient à se valider, alors en tant que démon, Imu ne serait ni vraiment un homme, ni vraiment une femme. Imu pourrait à la fois être Nefertari dit Lily, tout comme avoir le corps d'un tout autre personnage, car justement, les démons ont cette particularité de n'avoir pas de genre précis, mais en plus, ils peuvent prendre des apparences bien diverses. Ils peuvent posséder des corps, donc on ne sait rien de l'histoire d'Imu, on ne sait pas si actuellement l'enveloppe charnelle qu'il possède est vraiment la sienne ou est celle d'un autre, précisément car en tant que démon, son design n'est pas forcément définitif, et contrairement à d'autres personnages, nous avons beaucoup plus de raisons de nous poser cette question en fait. Preuve encore à quel point on ne sait rien, Imu n'a strictement rien à voir dans sa forme silhouette qu'on connaissait jusqu'à maintenant, et dans sa forme démoniaque d'aujourd'hui. C'est normal car il s'est métamorphosé, il s'est transformé. Est-ce qu'on a l'explication de ce phénomène? Absolument pas, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un reveal qu'il faut le prendre comme une confirmation définitive. Et en fait, c'est ça qui est excitant avec ce genre de révélation. Chacun a une interprétation différente, chacun a des arguments et une vision de l'histoire totalement différente, voire même opposée. Alors profitons vraiment d'en parler ensemble et de les exposer avant qu'il ne soit trop tard et que Oda révèle tout au sujet de Imu. Moi, j'aime beaucoup trop les théories et le principe de théoriser une œuvre pour ne pas vous pousser à le faire vous aussi. Si certains d'entre vous continuent de penser qu'Imu est une femme, que c'est Lily ou que c'est le frère du jumeau de Joy Boy ou que sais-je encore, mais alors allez-y, faites-le, parlez-en, trouvez vos arguments, développez-le, vous avez peut-être en partie raison. Sur cette chaîne, depuis 10 ans, on s'est tous fédérés autour du même principe qui est de parler, de partager des théories. Voilà, c'est vraiment le truc principal. Certaines chaînes sont basées sur une analyse particulière littéraire, d'autres sur des réactions, etc. Nous, ici, on kiffe les théories, on mange ça, comme les cartes graphiques. N'oubliez pas que là, les chapitres passent. Et plus ils passent, moins nous aurons ce genre de moments à l'avenir. En moins de 2 ans et demi, en moins d'1 an et demi même, Loki, Chebek et Imu se sont révélés. Ça fait 3 mystères de fou que tous les lecteurs attendaient avec impatience depuis 10 ans. Même si One Piece est immense, on commence petit à petit à épuiser la réserve des secrets. Alors moi je vous le redis, profitons des moments comme celui-ci, profitons des reveals. Un jour il n'y en aura plus du tout et ça sera à la fin de cette œuvre qui nous aura tous rassemblés ici, aujourd'hui. Les bros, c'est donc la fin de cette review. J'espère que vous l'avez kiffé parce que waouh, c'était un sacré gros morceau. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi jusque-là. J'ai plus trop d'énergie pour vous faire de grands discours, mais merci et c'est un plaisir de partager ces moments avec vous et avec une communauté comme vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.